si tu n'as pas au moins une dizaine de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit autour de toi, bah, soit tu fais autre chose, soit tu te poses la question de comment je fais pour rencontrer des personnes comme ça et au moins les avoir dans mon réseau avant toute chose en fait. Parce que si tu n'es pas en contact un minimum avec tes clients, il y a de fortes chances pour que ton idée elle soit pétée. Bon, bienvenue. Bon, il y en a pas mal d'entre vous que je connais déjà. On s'est croisés juste avant. Je vais juste vous expliquer pourquoi on est là ce soir. On est là ce soir parce que notre canal d'acquisition principal sur Coup d'État, c'est notre stratégie de contenu. Notre stratégie de contenu, on essaie de la renouveler hyper régulièrement. Il se trouve qu'on l'a arrêtée pendant 6 mois et on en a fait les frais. Et on est en train de la relancer. Donc la strate de contenu, je pense que vous connaissez, c'est les interviews que je fais avec des entrepreneurs plus ou moins éloignés de la sphère startup. Et c'est jusqu'à maintenant des Coup d'État Talks, donc des conférences où on invite des entrepreneurs qui viennent raconter un peu leurs leçons. Le truc, c'est que ça commençait à se mélanger un peu. Les gens pigeaient pas la différence entre Coup d'État X, Coup d'État Talks, est-ce que c'est des histoires, est-ce que c'est des trucs concrets, etc. Donc on s'est dit, on va essayer d'inventer un nouveau format. Et l'arrivée de Gaël, du coup, dans l'équipe, a fait qu'on s'est dit, on va tester ça. Et donc on s'est dit, on va faire un format workshop, où on va non pas avoir entre 30 et 150 personnes dans une salle qui rigolent à des blagues et qui écoutent des bonnes histoires, mais on va faire interagir plus les gens, donc on va les sélectionner, donc si vous êtes là c'est qu'il y a une raison, et on va faire un truc ensemble pour parler de sujets qui sont précis et qui sont beaucoup demandés par la communauté. Il se trouve que ce soir on parle de canaux d'acquisition, parce que c'est le truc qui est le plus demandé par la communauté. C'est genre comment je trouve des clients, c'est la question principale qui revient tout le temps dans tout. Et donc l'idée, c'est que j'ai quelques petites slides, j'ai fait ça tout à l'heure, que j'ai préparé par rapport à tout ce que Gaël m'a rapporté des échanges qu'il a fait avec vous. Donc normalement, je connais à peu près vos situations, où vous en êtes, vos boîtes, etc. Normalement, j'ai appris par cœur. Normalement, c'est bon. Et si je me trompe, eh ben, c'est pas très grave. Mais donc du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit un ping-pong. Pour ce premier workshop Coup d'État, on va parler de tester et structurer des canaux d'acquisition. Alors c'est un sujet qui nous a été énormément demandé par la communauté Coup d'État. Les gens se posent toujours la question de comment trouver des clients, et ce, peu importe le stade de la boîte. Alors il y a quelques exceptions évidemment, tu as les boîtes qui sont en roue libre complet, qui ont des bouches à oreilles gigantesques, et ça grossit très très vite, et ils sont dépassés complètement par le nombre de clients. Mais tu as quand même beaucoup de boîtes qui sont toujours à la recherche de nouveaux canaux, de nouvelles poches de clientèle, et qui veulent aller les tacler correctement. Que ce soit au tout début, peu importe le stade d'avancement de la boîte, il y a toujours un moment où on se pose la question de comment trouver des nouveaux clients. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour la saison 2 de Coup d'État Entreprendre où je parlais des 19 canaux d'acquisition qui existent, où je détaille en fait vraiment les 19 canaux d'acquisition et comment on peut s'en servir, comment on peut expérimenter. Il y a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Par contre, il y a eu beaucoup de demandes de méthodes et de façons d'aborder la chose, de ok, j'ai compris quels étaient les canaux, j'ai compris comment on pouvait s'en servir à peu près, mais en vrai, ça veut dire quoi tester un canal? Quand est-ce qu'on sait si ça marche, si ça marche pas, si on doit jeter à la poubelle, si on doit tester un autre canal, si on doit juste pousser plus fort, etc. Et donc dans cette conférence, je vais tâcher de répondre à ces questions. La première chose à comprendre, c'est que dans une boîte, il y a toujours deux faces. La première face, c'est la face business. La phase business, elle est globalement commune à tous les types de boîtes et à toutes les boîtes. À l'opposé de cette face, il y a la face valeur créée. Donc par exemple, si vous êtes une boîte produit, ça va être votre produit, ce que vous créez. Si vous êtes une boîte de service, ça va être le service que vous délivrez. Peu importe, mais il y a la valeur. Et en fait, il y a deux manières fondamentalement différentes de gérer ces deux faces. La première, la phase business, la bonne façon de la gérer, c'est de la gérer scientifiquement en étant constamment en train de courir. C'est ce que toutes les boîtes font. Toutes les boîtes sont en train d'essayer de faire rentrer de l'argent dans leur flow pour pouvoir continuer à opérer, pour pouvoir faire de la croissance. Ça, c'est la partie business. La partie valeur, elle dépend uniquement de vous. Elle dépend de est-ce que vous avez envie d'être Apple et de sortir un téléphone tous les ans et que ce soit un produit de malade parce que vous avez investi énormément de R&D, ou est-ce que vous avez envie d'être Facebook et de faire une itération sur la plateforme toutes les semaines? Ça, c'est à vous de décider. Ça, en termes de valeur, il y a beaucoup d'instinct. Ça peut se gérer scientifiquement aussi si vous voulez, mais vous pouvez le gérer complètement à l'instinct parce que c'est ce que vous avez envie de donner à vos clients.
Par contre, que vous soyez Apple ou Facebook, il y a toujours des équipes dans votre boîte, ou même quand c'est au tout début, une partie de votre temps qui doit y être dédiée, qui cherchent plus de clients, qui cherchent à faire fonctionner le business. D'ailleurs, Steve Jobs disait ça, il disait nous chez Apple, on sait faire des super produits et on sait faire du super business. Les produits, on les fait pour nous et le business, on les fait pour la boîte. Parce qu'en fait, l'iPhone, il disait, si l'iPhone était un truc éclaté au sol, il y a des chances pour qu'on en vende autant parce qu'on est super fort à faire du business. Il se trouve qu'ils ont les deux et que c'est une des plus grosses boîtes du monde. Donc, j'insiste, business, science, on va parler de science ce soir, et valeur, ça peut être de l'instinct, ça peut être ce que vous voulez. Alors cette partie business, elle se visualise comment? Elle se visualise comme un funnel. Un funnel qui est comme ça. Alors il est tout petit, il est tout serré pour l'instant, parce qu'il est artisanal. Au départ, ce funnel, quand vous êtes au tout début et que vous avez très très peu de clients, voire pas de clients, en fait vous n'allez pas mettre en place une machine de guerre pour traiter une personne. C'est une perte de temps, et on sait tous que les pertes de temps, c'est ce que vous devez éviter à tout prix en tant qu'entrepreneur. L'idée c'est que dans ce funnel, vous allez faire passer des leads, et que ces leads, ils vont convertir en clients, des prospects. Le truc c'est que au début, c'est très très simple, c'est très artisanal, et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir de plus en plus de clients et qu'il va falloir structurer ce funnel. Il va falloir faire en sorte qu'il soit plus gros, plus puissant, plus performant pour que vous puissiez faire rentrer plus de prospects et que ça fasse sortir plus de clients à la fin. Jusque-là, ça va ? Ok. Ce funnel-là, c'est un truc dont on ne va pas parler ce soir. Je mets la limite tout de suite de ce dont on parle dans cette conférence. On ne parle pas de comment traiter les clients, de comment les closer. C'est d'autres sujets. C'est des sujets qu'on traite notamment dans Anyone Can Scale, parce que c'est des sujets où il faut déjà beaucoup de clients pour que ce soit pertinent. Parce qu'en fait, à la base, ton funnel, c'est vraiment juste toi avec ton téléphone, ou qui va voir des gens, ou qui envoie des textos, et qui traite tes clients pour les transformer de lead à client. Donc, ce soir, on parle de ça. On parle des canaux d'acquisition et de la manière de trouver des clients qui vont rentrer dans ton funnel. C'est vraiment ça le but de tester et de structurer des canaux d'acquisition. Alors si on commence par le commencement. Au commencement, il y a tes premiers clients. Tes premiers clients, c'est une étape qui est dure à passer pour beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de peur inhérente à ça. Est-ce que les gens vont aimer mon produit? Est-ce que les gens vont pas aimer mon produit? Est-ce que si je leur vends qu'une idée et que en fait mon produit est pas prêt, comment je fais pour leur vendre? Est-ce que je peux les faire payer? Est-ce que je peux... Il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est ce qu'on répète H24 chez Coup d'État, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à ces questions, il n'y a pas de recette. Je suis pas là pour vous donner une recette. Par contre, je peux vous donner des pistes. Pour trouver vos premiers clients, c'est le réseau, c'est votre réseau perso, c'est vos potes, c'est votre famille étendue, c'est les gens que vous avez rencontrés. Et il faut vraiment vous creuser la tête sur, ok, quels sont les gens qui pourraient être intéressés par, qui pourraient avoir le problème que je cherche à résoudre, et comment je fais pour les trouver, leur parler et essayer de leur vendre à la main. Parce que si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous n'allez pas mettre en place un canal d'acquisition qui fonctionne. Il n'y a juste pas moyen. Il faut absolument que vous ayez déjà des clients pour pouvoir mettre en place un canal d'acquisition pérenne. Parce qu'un canal d'acquisition, ça porte très bien son nom, c'est un canal. C'est vraiment, ça fait un flux comme ça. C'est un flux constant de clients qui deviennent des leads et qui deviennent de plus en plus chauds et qui deviennent ensuite des clients. Et si vous voulez mettre en place un flux, il faut que vous ayez déjà une base pour comprendre où trouver les gens qui vont composer ce flux. Donc d'abord, vous allez taper dans votre réseau perso, vous allez taper dans les communautés existantes et vous prenez conscience, c'est hyper important, que ce job-là de trouver des premiers clients, c'est un job d'artisan. C'est pas du tout un job où ça scale. C'est à ces phases-là où on dit « do things that don't scale ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tes premiers clients, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, si t'as pas au moins une dizaine de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit autour de toi, soit tu fais autre chose, soit tu te poses la question de comment je fais pour rencontrer des personnes comme ça et au moins les avoir dans mon réseau avant toute chose en fait. Parce que si tu n'es pas en contact un minimum avec tes clients, il y a de fortes chances pour que ton idée elle soit pétée en fait. Donc ça c'est pour trouver tes premiers clients. Quand tu trouves tes premiers clients, comme je disais tout à l'heure, c'est une course permanente et c'est une course qui est scientifique. Elle est scientifique parce que tu dois absolument mesurer tes performances. Donc même quand tu es en mode artisanat et que tu cherches tes premiers clients, il faut que tu te poses la question de combien j'en fais. Donc il y a 2 métriques principales à suivre qui sont le nombre de leads que tu rentres dans ton pipe. Donc ça peut être, je sais pas moi,
J'ai appelé un pote et il m'a donné 3 noms et 3 numéros de téléphone et bah, j'ai fait 3 leads cette semaine. Et puis le nombre de gens que tu closes. Sur les 3 leads auxquels j'ai parlé, bah, il y en a un qui est devenu client, donc j'ai 30% de conversion, enfin 33% de conversion, et c'est bien. Mais en fait, il faut le suivre, même quand c'est artisanal, parce que ça va vous permettre de vous poser la question de comment l'améliorer grâce à un canal d'acquisition. Il n'y a pas moyen de commencer plus gros que ça. Il faut d'abord avoir quelque chose. Donc suivez ça et mettez un rythme. Mettez un rythme. Moi, j'adore la semaine. La semaine, ça fonctionne très très bien. Après, il y a des cycles de vente qui sont plus ou moins longs. Il y a des cycles d'acquisition qui sont plus ou moins longs. Donc ça dépend quand même beaucoup de votre business. Mais mettez un rythme. Genre, typiquement, je coach un business en ce moment qui fait de l'entertainment. Et en gros, bah, on sait que chaque semaine, ils ont leur représentation. Et qu'à cette représentation-là, il y a tant de personnes qui ont closé et qu'on a parlé à tant d'autres personnes qui étaient potentiellement clients. Et donc on a notre métriques. C'est pas un tableau Excel, hein, c'est vraiment dans la tête. Genre, quand tu as peu de clients, de toute façon, tu commences par là où tu peux. Mais par contre, tu comptes. Je vois encore trop de gens qui sont là en mode ouais, je sais pas trop, je suis là, ouais, j'ai des leads, c'est des potes, je sais pas trop, machin. Et en fait, la raison pour laquelle tu hésites à dire combien tu as de gens qui sont des leads et combien tu as de gens qui sont des clients, c'est parce que tu as peur d'avoir honte. Tu as peur de regarder face à face tes métriques et de dire ok, cette semaine, je suis resté beaucoup dans mon canapé et en fait, j'ai que 3 leads. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut compter. Parce que quand tu comptes, bah, tu te mets face au problème et tu dis bon, bah, il y a 3 leads, très franchement, je pense qu'en tant qu'être humain, je peux aller en chercher 10. C'est pas un effort gigantesque. Et il faut se mettre face à ça parce que c'est une étape dont on parle finalement assez peu. C'est cette frustration du début d'une boîte où tu as l'impression de faire des trucs ridicules. Surtout si tu as une vision qui est un tant soit peu élaborée. Tu vois, je prends toujours cet exemple de Menu Next Door, donc sur ma précédente boîte, où genre, la vision c'était changer la façon dont les gens mangent dans le monde, accèdent à de la bouffe de bonne qualité, cuisinée par leurs voisins avec un système convivial. Ça, c'est la vision dans le monde entier. Et puis ta première action, c'est bah, je vais me mettre dans ma cuisine et je vais faire à bouffer, quoi. C'est toujours frustrant. Et bah, pour trouver des clients, c'est la même chose. Tu te dis, moi, je veux bâtir un truc gigantesque qui fait 3 millions de chiffres d'affaires. Et en fait, bah, au début, tu vas parler à tes potes et tu leur demandes est-ce que ça t'intéresse, quoi. Et ça, c'est une phase qui est difficile, mais où tu as besoin de te mettre le nez dans le caca, quoi, et te dire ok, là il y a vraiment un problème et comment je fais pour augmenter ces chiffres-là. Dans cette même phase, il faut observer ses premiers clients. C'est un truc que je répéterai jamais assez et que je répète quasiment à chaque conférence, c'est qu'il faut que tu regardes les motivations, les frustrations et les comportements de tes clients. Ça va te permettre non seulement de construire un produit ou un service qui les aide vraiment et qui leur apporte de la valeur, mais ça va te permettre de comprendre comment faire un canal d'acquisition qui fonctionne. Pourquoi ? Motivation, c'est ce que les gens ont envie d'accomplir. C'est sur coup d'état, les gens ils veulent monter des boîtes. Pour plusieurs raisons, ça se creuse. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez essayer d'apprendre à les comprendre. Vous pouvez, si chez coup d'état, l'objectif des gens c'est de monter des boîtes, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux vouloir monter des boîtes. Tu peux vouloir monter une boîte parce que tu veux de l'indépendance financière, tu peux vouloir monter une boîte parce que ton père t'a dit que tu n'y arriverais jamais, tu peux vouloir monter une boîte pour impressionner une meuf ou un mec que tu as croisé, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de raisons potentielles qui sont derrière les motivations des gens et qu'il faut creuser. Il faut leur parler énormément, comprendre qui ils sont, savoir trier les feedbacks aussi. Tu as envie de construire une boîte pour des gens que tu admires en fait, des gens que tu trouves trop cool. Vous tous ce soir, c'est le cas. Je suis hyper content d'être là et de faire ça avec vous parce que je sais que ça va pas être ah ouais mais moi j'ai encore rien fait et tant pis. Genre j'ai des gens en face de moi qui ont du répondant et vos feedbacks je les écoute avec plaisir. Et il faut savoir faire ça en fait en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir s'entourer de gens qui ont un feedback positif ou négatif mais qui t'importent. Et il faut choisir ce qui t'importe en tant qu'entrepreneur. Donc ça c'est les motivations. Sur les frustrations, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ces motivations. Je reprends mon exemple sur coup d'état. Il y a 3 choses principales qui empêchent les gens d'accéder à leur motivation de monter une boîte. La première, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut apprendre. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de trucs sur YouTube. Le savoir est devenu une commodité. Mais en fait, tu commences par où? Parce qu'il y a plein de tocards, il y a plein de gens super. Et comment tu fais le tri? Et c'est compliqué. Il y a la peur de se lancer. J'ai peur, j'ose pas, je sais pas comment prendre le prochain truc, les gens autour de moi me soutiennent pas, c'est compliqué, etc. Et il y a la solitude.
C'est les 3 grandes raisons pour lesquelles les gens sont frustrés de ne pas pouvoir monter une boîte. Et enfin, il y a les comportements. Et les comportements, c'est hyper intéressant parce que ça se cherche très souvent pas là où vous pensez. Ça se trouve très régulièrement dans les conversations un peu normales du quotidien. Ça se trouve dans, tu prends une bière avec un user et puis il va te dire ah ouais moi j'adore parce que je fais du poney, tu vois. Et t'es là genre quoi? Et en fait tu te rends compte que dans ta cible il y a plein de gens qui font du poney pour une raison X ou Y. Et ça c'est des comportements qui sont hyper intéressants et tu peux te poser la question de ok comment je peux prendre ce comportement là de les gens font du poney, c'est un très mauvais exemple mais voilà. Comment je peux prendre ce comportement là et essayer d'en faire un canal d'acquisition. Peut-être que je vais aller voir tous les clubs de poney et leur faire des partenariats et trouver des clients. Mais en fait, il faut trouver des comportements communs. Chez Coup d'État, un des comportements communs à beaucoup d'users, c'est que ça regarde YouTube. Ils regardent YouTube, ils regardent des vidéos, et bah, du coup on a une chaîne YouTube et on fait du contenu de ouf et on essaie de les attirer comme ça, parce qu'on a compris qu'il y avait un comportement qui était lié à ça. Si on prend le problème à l'envers, si tu ne te poses pas cette question des motivations, des frustrations et des comportements, tu tapes forcément à côté. Genre tu t'émets des hypothèses qui sont forcément fausses. Dans le sens où, je sais pas moi, tu vas voir une cible de gamer qui sort pas de sa chambre et qui passe sa journée à jouer parce qu'ils sont hardcore passionnés de jeu, et tu vas faire du street marketing à Châtelet, bah, y a peut-être moins de chances que si tu lances un Discord incroyable et que ça les touche directement et que c'est déjà dans leurs usages. Donc il faut vraiment observer ça. Il faut observer ça pour se poser la bonne question de bah, quels canaux je vais pouvoir mettre en place. Moi, je me suis confronté à une problématique quand j'ai commencé ma boîte. C'est que en fait, j'ai bossé dans le milieu que je vise. Donc en gros, je suis mon user number one. Donc j'ai construit mon produit à partir de ce que moi j'attendais. Sauf que là, j'ai la vision d'utilisateur. Mais mes clients, c'est-à-dire les gens qui vont payer, en fait, c'est mes anciens chefs, en fait. C'est la hiérarchie au-dessus. Et j'ai beaucoup de mal à trouver un moyen de passer du temps avec ces gens-là, les rencontrer, faire en sorte qu'ils m'accordent du temps, parce que c'est une génération qui n'est pas forcément très ouverte, qui est pas énormément sur les réseaux. Donc, à part sur les salons que, que j'ai identifié comme un bon canal où je peux rencontrer ces gens-là et passer du temps avec eux, j'ai du mal à, même sur LinkedIn, c'est pas des gens qui sont très digitaux, donc j'ai du mal à trouver un endroit où passer du temps avec les gens au final qui vont acheter mon produit. Parce que tu as une différence entre les gens qui utilisent ton produit et les gens qui achètent ton produit. C'est ça, ouais, exactement. C'est la merde. C'est très compliqué. On en parlait hier avec Oussama. C'est hyper compliqué parce qu'il y a un désalignement d'intérêt qui est très fort. Et il y a des manières de tacler ça. Notamment arriver à les mettre dans la boucle de valeur par exemple, arriver à mettre ces gens-là que tu veux closer, qui prennent la décision, parce qu'en fait quand on parle de sales et quand on parle de convertir les leads en clients, ou même de les toucher au final au début, tu dois te poser la question de quel est leur budget, quelle est leur autorité, quel est leur timing, et voilà, tu vois, genre c'est vraiment ok, genre est-ce que c'est cette personne-là qui va acheter ou pas, enfin, et il faut arriver à aligner ça le plus possible. Et on parlait hier de AWS, donc Amazon Web Services, qui font de la location de serveurs en ligne, où en gros, eux ont réussi à choper les gens qui prennent la décision d'achat et à les convaincre d'acheter, alors que c'est un truc qui est dédié au CTO normalement. Ils ont réussi à faire ça en mettant des super dashboards pour que les CEO puissent regarder les dashboards et dire ah ouais moi aussi je comprends encore mieux ma relation avec mon CTO, tu vois. Okay. Et en fait tu as des manières comme ça de vendre qui sont plus efficaces parce que ce dont tu as envie c'est de closer tes clients quoi qu'il arrive, mais qu'il y ait de la valeur derrière. Et c'est très dur de faire le pont. Okay. C'est hyper dur et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte absolument. Tu as un business model qui est par défaut cassé. Genre c'est compliqué et il faut que tu sois créatif dans tes manières d'approcher ça. Après, pour les canaux d'acquisition en eux-mêmes, bah, il faut. Genre, je comprends que tu te sois intéressé à ta position à toi et en tant qu'utilisateur, c'est toujours bien. Alors, en termes de produits, c'est sûr que tu as des super insights parce que bah, tu l'as vécu. Tant que tu fais d'autres choses que parler qu'à toi, c'est good, tu vois. Parce que si tu écoutes que tes problèmes à toi, tu peux très vite te monter le bourrichon. Ah ouais, moi, j'aurais trop aimé avoir ça. Et en fait, pas du tout, tu vois. Mais donc, du coup, il faut que tu parles à ces gens-là, en fait.
Il faut que tu arrives à toucher ces gens-là et repartir au point de départ qui est trouver tes clients. Parce que tes clients, c'est ceux qui achètent, quoi qu'il arrive. Tes leads, c'est ceux qui peuvent acheter potentiellement. Il faut que tu les trouves et que tu leur parles. Et c'est un effort qui est fort. Ou alors, il faut que tu trouves un autre moyen. Que tu trouves une manière détournée de vendre directement à tes utilisateurs. Genre, GitHub a très bien fait ça en faisant des pricing très bas, par exemple. Parce que du coup, le CTO peut très bien se permettre de dépenser 7 balles par mois pour lancer un GitHub. Et 7 balles par rapport au salaire d'un développeur, c'est pas grand chose. Donc il n'y a pas d'autorité qui rentre en jeu en termes de vente, tu vois. Genre il faut juste que tu prennes ce problème-là, que tu sois OK avec le fait que c'est une galère monumentale, que vraiment c'est très très compliqué de faire un business où les gens qui achètent ne sont pas les gens qui utilisent, et que tu tacles ce problème. Ok, ouais, non, déjà c'est déjà super cool l'idée du dashboard et l'idée d'un truc tellement peu cher qu'en fait ça n'intervient pas au niveau du décisionnaire. Je vais creuser de ce côté-là pour voir ce que ça donne. Cool, merci. Une fois que vous avez observé vos clients et que vous les comprenez mieux et que vous comprenez comment ils fonctionnent, leur motivation, leur frustration, leur comportement, c'est là qu'intervient autopromo. Non, c'est là qu'intervient du coup la vidéo des 19 canaux d'acquisition. Donc si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Et en fait, je liste vraiment toutes les choses possibles que vous pouvez faire en termes d'acquisition. Il y en a plein, il y a plein de types, on peut les découper en plein de catégories, on va en parler un peu plus tard. Mais en fait, cette ressource-là, elle va nous servir à un moment qui est crucial dans la méthode qu'il faut mettre en place pour expérimenter avec des canaux d'acquisition. Je m'explique. Quand on veut tester des canaux d'acquisition, il faut mettre en place une démarche scientifique. La démarche scientifique, elle n'est pas compliquée, elle repose toujours sur 3 piliers. L'observation, l'hypothèse et l'expérimentation. Toujours. Cette démarche scientifique, elle fonctionne extrêmement bien pour dégager la vérité du faux. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu navigues un monde qui est extrêmement compliqué parce que tu n'es plus salarié à te poser la question de comment je réponds juste à mes objectifs, mais tu dois essayer de naviguer le monde et de comprendre comment il fonctionne. Et le problème des canaux d'acquisition, c'est que très souvent, on tape à côté et on va tester des trucs un peu au hasard et on ne se pose pas la question de savoir ce qui est vrai ou pas. Est-ce que on émet des hypothèses un peu de nulle part, il n'y a pas d'observation et du coup, on ne fait rien d'intéressant, on n'apporte pas de valeur à la boîte. Donc là, il y a vraiment une question de observation, hypothèse, expérimentation. Donc observer, on vient d'en parler, frustration, motivation, comportement. Hypothèse, tu prends la liste des canaux, de la liste des 19 canaux, et tu te poses la question de, ok, à partir de ces comportements-là, comment je fais pour trouver un canal qui pourrait fitter? Typiquement ce que je disais tout à l'heure sur YouTube, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un au hasard et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on émette des hypothèses sur votre business pour trouver des canaux? Moi, j'ai la problématique, j'ai l'impression d'avoir fait ce que tu as fait avant, là, sur le comportement, les frustrations, les motivations. Et ce qui me pose encore problème, c'est ce qui est déclaré, ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. Et moi, je fais de la transformation digitale pour formateurs, donc c'est une obligation à la fois légale, enfin, avec le tout écran, tu te dis qu'ils te disent, je sais qu'il faut que je passe au digital, mais à 90%, ils te disent, il faut que je le fasse. Et quand après je propose mon offre, il n'y a plus personne, en fait. Ouais, il y a toujours un énorme décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Ouais. C'est une des tristesses du monde, mais il faut faire avec. Et effectivement, en fait, il faut juste observer ce qu'ils font. Genre, tu peux leur demander des trucs, mais ça ne sert qu'à observer comment ils se comportent réellement. Et en fait, tu as des moyens d'observer ça. Il faut juste que tu t'imagines en situation de pré-bataille, tu vois. Genre, si tu avais une bataille demain à mener, une bataille de guerre, quoi, tu prendrais de l'info. C'est le premier truc que tu fais. Et en fait, tu as besoin absolument de cette info-là. Et typiquement, c'est une cible que je connais un tout petit peu parce que j'avais bossé dessus quand j'étais à l'école. Et en fait, très souvent, ces gens-là ont des motivations qui sont complètement désalignées des motivations de la boîte. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te dit « Ouais, je sais que je devrais passer au digital » et qui ne le fait pas. C'est des indépendants. Hein. C'est des indépendants? Oui. Ok. Ils ne dépendent pas d'une boîte. Tu vois, à la limite, c'est presque même plus simple pour moi de convaincre l'organisme de formation qui oblige les formateurs à suivre les formations. Et pourtant, le pire, c'est qu'ils ont un budget annuel dans le cadre des financements professionnels et ils ne l'utilisent même pas. Et pourquoi pas?
Pardon? Pourquoi pas? Pourquoi ils le ne font pas? l'utilisent pas? Ouais. Parce que ça les saoule de changer, en fait. Ils ont une façon de travailler et ils aiment dire qu'ils aiment le changement. Alors, en plus, ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils vont te parler de leurs apprenants en te disant ouais, les apprenants doivent apprendre le changement, ils sont réfractaires, il faut et quand tu te retrouves en formation avec eux, ils te disent ah, j'aime pas Google Sheets parce que moi tu comprends, j'aime pas Excel. Ouais. Et donc voilà, et je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps à faire une offre basée sur ce qu'ils me disaient, pour que finalement, une fois que je la propose, alors bon, j'ai quand même quelques clients, mais on va dire que c'est ceux qui sont prêts finalement à changer, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, de trouver des personnes qui finalement ont les mêmes peut-être valeurs que toi, C'est peut-être ça la clé. Peut-être que la clé, elle est de trier mieux, tu vois. Ouais. Parce que tu peux soit essayer de faire une offre qui est complètement différente et essayer de les attirer avec cette offre-là parce que, je sais pas, ça dit ne changez plus jamais. Tu vois, enfin, j'en sais rien en fait. Soit tu changes les clients, quoi. Et tu pars du principe qu'il faut que tu trouves ces gens-là qui sont un peu sensibles au changement et ils sont à d'autres endroits. Peut-être qu'ils regardent Coup d'État. Possible. Tu vois, mais c'est ça la question qu'il faut se poser, quoi. C'est qu'en fait, j'entends bien qu'il y a un problème et tu l'as identifié et c'est top, tu as mis des mots dessus. Maintenant, il faut trouver une solution à ce problème, quoi. Mais je me suis dit qu'un des moyens que j'allais utiliser, je vais tenter, c'est de leur dire ne soyez pas à la ramasse, arrêtez d'être un has-been, tu vois, de créer l'urgence. Tu vois la matrice de Kotter, Ouais. ils disent en premier lieu créer l'urgence. Et je me suis dit comme ils réagissent pas, je vais leur dire bah, soit tu es un ringard, soit tu es dans le monde soit tu es un formateur du 21e siècle, soit tu es un ancien prof de la petite maison dans la prairie, dans sa classe avec. Ça peut être un moyen. Ça se teste, Ouais. quoi. Ça se teste et ça m'amène du coup à mon troisième point qui est il faut expérimenter en fait. Ouais. Il faut expérimenter et